Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au second tour des élections législatives. Comme la semaine dernière, nous sommes ensemble pendant une heure, une émission en partenariat avec France Bleu et Nice Matin. Laure de Beaulieu, bonjour. Quatre débats au programme. Oui, avec d'abord la 9e circonscription, celle du Canet, à l'ouest du département, la 7e circonscription d'Antibes, la première à Nice et la 4e à Menton. On commence tout de suite donc ce programme assez chargé par la 9e circonscription. Vous l'avez dit, deux invités sur le plateau pour un duel exclusivement féminin. Michèle Tabarot, bonjour. Vous êtes la sortante, vous êtes candidate LR-UDI. Dominique Philben, bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche. Un petit rappel, Laure, sur le contour de la circonscription, très rapidement. Oui, c'est l'ouest du département, avec les communes du Canet, le canton de Grasse-Sud, Mougins, Montsartou, Pégoma, Auribeau-sur-Siagne et La Roquette-sur-Siagne. Et moi, je vous rappelle les résultats du premier tour pour être très clair avant de commencer et pour que vous compreniez les enjeux. Dominique Philben est arrivé en tête avec 34,5% des suffrages exprimés et Michèle Tabarot deuxième avec 29,25%. Plusieurs thèmes dans ce débat. Le premier qu'on a intitulé de la manière suivante: est-ce qu'on assiste lors de ce second tour à un débat entre les anciens et les modernes? Michèle Tabarot et ensuite Dominique Philben. Écoutez, je considère que sur cette élection, il n'y a pas de débat entre les anciens et les modernes, il y a un débat sur les valeurs. Je regrette un petit peu ce qu'on a laissé entendre aux électeurs ces derniers temps, avec d'abord l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, qui effectivement incarne le renouveau avec ses 40 ans, avec son dynamisme. Et puis face au mandat de M. Hollande, c'est vrai qu'il a donné une image différente de la France. Mais il y a deux choses ensuite qui ne correspondent pas à ce grand message. C'est d'abord le gouvernement. On voit aujourd'hui un François Bayrou qui commence à être empêtré dans des affaires. Garde des Sceaux, il est censé assurer une certaine justice et en tout cas prendre de la hauteur vis-à-vis d'un certain nombre d'affaires. Il est directement concerné, on le voit téléphoner à des journalistes pour faire pression sur eux. Ensuite, au niveau des candidats, je trouve que c'est un petit peu regrettable. On nous a fait croire tout au long de cette campagne électorale que les candidats de la République En Marche étaient des personnes qui arrivaient dans la vie politique. C'est pas le cas dans beaucoup de circonscriptions de France, mais dans notre circonscription, Madame Philben a été candidate, elle, à Cannes en 2001, en 2002. Elle a été présidente des Verts. Elle a eu un engagement politique puisqu'elle soutenait Alain Lipietz d'extrême gauche, qui était favorable au vote des immigrés, à la régularisation des sans-papiers, tout ça. Donc il y a un engagement politique. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'on a des personnes qui viennent totalement de la vie. On va laisser répondre Dominique Philben. Je vous rappelle voilà. qu'on compte les temps de parole, donc on va veiller à ce que vous parliez à peu près le même temps. Dominique Philben. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les électeurs qui m'ont porté en tête du premier tour de cette élection. Et je vais répondre effectivement à vos remarques. Je ne renie rien. J'ai été effectivement chez les Verts jusqu'en 2002. Puis j'ai complètement laissé tomber l'écologie politique. Je suis juste restée écologiste en mon fort intérieur. Et donc je pense que ce débat entre les anciens et les nouveaux, moi je n'analyse pas cela de cette manière. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain, justement, ce débat-là? Est-ce qu'on vous le reproche d'être jeune en politique ou voilà. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est une question importante? Pas du tout. On ne m'a jamais fait cette remarque sur le terrain. Je pense que sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui intéresse les électeurs. Mais pour revenir sur le débat entre les anciens et les nouveaux, moi, je parle pas comme ça. Je distingue en fait trois catégories. Il y a les conservateurs qui veulent que rien ne change. Il y a les idéologues qui s'imaginent qu'on peut consommer sans produire, qu'on peut emprunter sans rembourser, ou alors que la France peut se refermer sur elle-même, qui désigne des boucs émissaires. Et puis enfin, il y a les progressistes, dont En Marche fait partie, ainsi que d'autres personnes. Alors justement, on va aborder plusieurs thèmes. Il nous reste environ 10 minutes d'émission. Un thème national et puis ensuite un thème local parce qu'on parle quand même à des électeurs de la 9e circonscription. Oui. On va parler d'économie avec
notre partenariat de Nice Matin et une question qui est posée. Laure, on va parler d'économie. Oui, on parle d'économie avec Nice Matin et les lecteurs qui vous ont, mesdames, posé une question. C'est Denis Caro qui vous la pose directement. Question de Michel de Cannes à Dominique Fiben. Vous avez été porte-parole des Verts. Êtes-vous en phase avec l'orientation libérale du gouvernement? Alors, Dominique Fiben, on va vous laisser répondre. Vous verrez qu'il y a une question de Nice Matin à peu près semblable pour Michel Tabarot. Votre réponse à la question de Nice Matin? Je suis en phase car notre économie a besoin d'être libérée pour améliorer l'emploi. Je suis d'autant plus en phase avec ces décisions qu'elles s'accompagnent de protections nouvelles. Un plan d'investissement de 15 milliards d'euros pour la formation professionnelle, une augmentation, enfin une amélioration du dialogue social, et puis un droit au chômage pour tous, y compris les entrepreneurs et les agriculteurs. Si je peux me permettre, la question qui vous est posée à travers ces lecteurs de Nice Matin, c'est de savoir s'il n'y a pas une contradiction entre, effectivement, vous êtes d'accord avec tout ça aujourd'hui, mais avec ce que vous pensiez avant. C'est ça la question. Autant où vous étiez Europe Écologie. Autant, effectivement, où j'étais chez les Verts, j'y étais surtout pour des raisons d'écologie. Hein, je n'étais pas forcément en phase avec... certaines idées, et c'est pour ça que j'en suis partie d'ailleurs en 2002. Alors vous allez voir. Je ne fais plus de politique depuis 15 ans. J'ai repris en avril 2016 parce que le projet porté par Emmanuel Macron, là, politiquement, me plaisait. Alors, vous allez voir, vous allez ensuite échanger sur ces questions d'économie parce qu'il y a une autre question de Nice Matin, cette fois-ci qui s'adresse à Michel Tabarot. C'est un petit peu sur le même thème. On écoute Denis Caro. Question de Martine du Canet à Michel Tabarot. Êtes-vous favorable à la réforme du travail que prépare le gouvernement Macron? Voilà, donc c'est la réforme du Code du travail. Alors, vous allez répondre, Michel Tabarot. Ensuite, on va essayer de vous faire échanger parce que ce que se demandent les gens là, qui nous regardent et qui vont voter, c'est est-ce que vous pensez la même chose en matière d'économie, surtout ce oui qui vous ou non? sépare. Voilà. Et ce qui vous sépare, Michel Tabarot. Alors moi, concernant cette loi, si elle est en phase avec ce qu'on a pu lire dans la presse, on aura l'occasion de voir le texte, oui. Moi, mon action militante et mon action d'élu, ça a toujours été en faveur du libéralisme. Je vous rappelle que je présidais dans ce département démocratie libérale. Le monde de l'entreprise est un monde important pour moi, le monde des salariés aussi. Libérer le travail, c'est un combat de ma vie politique et donner surtout de l'oxygène à la France en supprimant ces 35 heures et en donnant la possibilité à chaque entreprise de discuter avec les salariés. Donc je dirais que je suis en phase avec mes engagements politiques. Je suis un peu plus surprise pour Madame Filben qui, on l'a dit, donc a un passé politique avec un appel aux 32 heures lorsque vous étiez aux côtés de Monsieur Lipiette. Donc j'ai du mal à comprendre, même dans votre vie de syndicaliste, comment vous allez vivre ces textes qui sont véritablement plus proches de la droite que de la gauche. Et est-ce que c'est un opportunisme parce qu'en ce moment c'est le candidat qu'il faut suivre, ou est-ce que vous êtes prête à faire une révolution culturelle sur ce que vous pensez profondément? Moi je crois qu'il faut être cohérent. J'ai une démarche cohérente dans ma vie politique. J'ai suivi un chemin, des engagements. Je pense que c'est. Va vous répondre. Voilà, c'est ce qu'on peut saluer dans mon action politique en tout cas. Voilà. Donc vous ne changez jamais d'avis. Moi, il m'arrive de me remettre en question et de choisir des chemins différents. En l'occurrence, le Code du travail, là, il ne s'agit pas, comme le disent certaines personnes, de complètement le mettre en l'air. C'est uniquement pour donner des possibilités aux entreprises de s'organiser au niveau de l'organisation du travail. Mais les grands principes, comme les 35 heures, comme l'égalité homme-femme, ne sont pas remis en question. C'est aussi un moyen d'améliorer le dialogue syndical, faire vraiment participer les syndicats. D'ailleurs, notre président a commencé. Et il faut croire que les nouvelles protections qui sont proposées face à cette libéralisation passent bien, puisque le dialogue se passe bien. Je vous donne un repère, il va y avoir un appel des syndicats justement à descendre dans la rue la semaine prochaine. Donc si ça se passait aussi bien que ça, vos anciens amis ou vos nouveaux amis, je ne sais pas, n'auraient pas fait cet appel. Et concernant les 35 heures, avec le texte préparé par M. Macron, c'est bien la fin des 35 heures, ce dont je me réjouis. C'est la raison pour laquelle je suis susceptible de voter ce texte, si effectivement il va aussi loin que nous avons pu le lire dans la presse. Alors, ce n'est pas du tout la fin des 35 heures. Les
35 heures resteront l'horaire légal de travail. Avec mais dans chaque entreprise, avec dans chaque entreprise, selon les besoins des entreprises. Tout à fait, donc c'est la fin des 35 heures. Voilà. Non, alors je vous donne un repère, il reste 5 minutes d'émission. On va essayer dans chaque débat, je vous rappelle qu'on en fait 4, de développer un thème qui s'adresse directement aux gens qui habitent dans le territoire de la 9e circonscription. Je propose qu'on parle de logement social. Dans cette circonscription, il n'y a pas beaucoup de communes qui respectent la loi SRU. La loi SRU, c'est la loi qui impose aux communes un certain nombre de logements sociaux. Si demain vous êtes élu député, est-ce qu'il faut changer la loi en la matière? On change un peu l'ordre, Dominique Felben et ensuite Michel Tabarot. Alors, on a déjà eu ce débat la semaine dernière, à Nice Matin. Et donc, Michel Tabarot disait que la commune du Canet, dont elle est maire, a autant de population que Hong Kong. Enfin, une densité de population égale à celle de Hong Kong. Donc, j'ai été vérifier cette information et j'ai vu quand même qu'à Hong Kong, il y avait 1000 habitants de plus au kilomètre carré qu'au Canet. Ça fait 7700 personnes. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de vouloir que la commune du Canet atteigne la densité de Hong Kong, mais la loi SRU, tout ce qu'elle vous demande, ce n'est pas 7700 logements en plus, c'est 400 logements en plus. C'est faux. Non. Alors, c'est faux. Voilà. La question, est-ce que vous considérez qu'il faut changer la loi ou pas? Alors, cette loi... elle peut, alors ça je le dis à titre personnel, parce que ce n'est pas, pour le moment ça ne fait pas du tout partie des priorités du programme, mais je pense qu'elle peut être amendée et pondérée selon les problèmes que peuvent rencontrer des communes avec leur densité de population justement, et puis le foncier qu'elles ont de disponible. Je pense que c'est quelque chose qui peut se rediscuter. Ce ne sont pas 400 logements que l'État me demande, ce sont 4000 logements. Et pour réaliser ces 4000 logements sociaux, il faut en créer 10 000. Si nous créons 10 000 logements sociaux, nous serons exactement à la densité de population d'Hong Kong. Aujourd'hui, 5600 habitants au mètre carré, la plus grande densité du département, la plus forte densité du département, la plus forte densité de la région. Donc ce sont des chiffres reconnus par la DDTM et donc par tous les acteurs. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'avoir une vision sectaire de ce sujet, il faut d'abord savoir combien il y a de personnes qui demandent des logements sociaux. J'avais parlé de 400, c'est peut-être ce que vous avez retenu sur la commune. Donc on me demande de créer 4000 logements. Il y a un décalage assez important. Ensuite, moi je demande qu'on prenne en considération les territoires. Toutes les communes de notre circonscription sont déficitaires au niveau des logements sociaux, toutes les communes. Alors, vous avez des communes qui sont touchées par les PPR incendies, vous avez des communes qui sont touchées par les PPR inondations, et vous avez des communes où il y a une densité telle, comme la mienne, qui a 95% du territoire construit. Je rappelle que c'est le fruit des personnes qui ont été avant moi. Donc moi, je demande que la loi prenne en considération le flux plutôt que le stock, c'est-à-dire qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut construire et en fonction de ça, qu'on applique un pourcentage de logements sociaux, mais pas d'une façon aveugle, les 25% imposés par l'État. Alors, pour terminer, ou presque, ce premier débat, pas l'émission, Laure de Beaulieu, vous allez nous rappeler le chiffre de l'abstention dans cette circonscription qui a aussi été très élevé. Oui, très élevé, 52,65% d'abstention dans la 9e circonscription. J'ai envie de vous demander à toutes les deux une réponse courte, s'il vous plaît. Comment on fait en une semaine pour mobiliser les électeurs à aller voter dimanche prochain, Madame Felben? Eh bien, je vais m'adresser à mes concitoyens de la 9e circonscription pour leur dire que s'ils sont absents dimanche prochain, il n'est pas encore trop tard pour faire une procuration. Ils peuvent aller sur le site internet de En Marche, cliquer sur procuration. À ce moment-là, on leur enverra un mail très rapidement pour leur donner les coordonnées d'une personne et ils pourront se présenter au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour faire effectivement une procuration. À ceux qui n'ont pas voulu voter par conviction, moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils participent au renouveau démocratique qui est en cours. Je comprends leur colère face à certaines pratiques politiques,
Et vous leur demandez de se mobiliser. Je leur demande de se mobiliser, on bien arrive évidemment. au terme de ce débat. Michel Tabarot, aux abstentionnistes. Écoutez, moi, les abstentionnistes, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce deuxième tour, à la fois parce que, quelque part, les gens étaient un peu fatigués de voir les primaires à gauche, à droite, ensuite l'élection présidentielle. Un président a été choisi, certains se sont déplacés pour voter, certains ont souhaité apporter une majorité au président, il l'a aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite dire aux abstentionnistes, c'est faites attention. Voilà, il y a un engagement politique historique de Mme Philben qui a été à gauche. Je suis donc claire sur mes engagements. Je voterai les choses positives pour le pays, c'est-à-dire tout ce qui concerne le travail. Je serai très vigilante sur les problèmes d'immigration, de sécurité, de radicalisation, de laïcité. Et puis sur l'augmentation de la CSG, voilà un désaccord, je voterai contre, bien entendu. Merci. Donc il faut qu'il y ait du débat aussi au sein de l'Assemblée nationale. Merci à toutes les deux. C'était le mot de la fin, en tout cas pour cette première partie, ce premier débat. On va passer au second. On va un petit peu plus à l'est puisque c'est la 7e circonscription.